Là, par exemple, là, je vous ai mis en fait un graphique qui représente le cours du Bitcoin, par exemple, là, sur le cycle de 2016-2017, mais on vous montrera d'autres graphiques dans la suite de la vidéo avec Théo. C'est pareil sur 2020-2021 en fait. Et là, ce qu'on est en train de vivre, on a eu donc la période de halving avec une augmentation puis une consolidation. Et là, on se retrouve en fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la boring zone, quoi, la zone ennuyante où il se passe pas grand chose. On a la dominance du Bitcoin qui reste encore relativement forte avec celle de l'Ether, avec des altcoins qui se font oblitérer à la baisse parce que, en général, quand on a un Bitcoin qui est très fort, c'est compliqué pour les altcoins pour reprendre des couleurs et ça peut durer un certain temps. En général, ça dure à peu près tout le mois d'été et après sur Q3, Q4 de l'année de la fin de l'année, c'est en général là où on commence à arriver dans ce qu'on appelle la banana zone. Et après, là, on a la période véritablement euphorique qui a été le cas en fait sur fin d'année 2017. Mais vous voyez, en fait, là où on reprendrait potentiellement des couleurs si on resuit le cycle précédent, au final, ça serait sur fin d'année 2024, début d'année 2025, en fait. Voilà. Avec une vraie euphorie sur peut-être la fin de l'année 2025 si on continue comme ça. À voir en fonction aussi du pivot, hein, parce que le pivot, on en parle depuis maintenant un certain temps, et j'ai encore des personnes à la fois sur la chaîne qui me disaient c'est pas vrai, le pivot à chaque fois que ça a eu lieu, c'est pas tout le temps synonyme de baisse et que c'est pas forcément un mauvais signe. Alors, je vais quand même vous redonner des chiffres parce que moi j'aime bien montrer des chiffres quand même. Souvent les gens qui connaissent strictement rien vont vous dire c'est pas vrai, mais en général c'est source de points, t'inquiète. Voilà, ils ont aucune source. L'outil, c'est un calculateur de ROI. Tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, elle a été très intéressante. Tu vois, tu as mis du Bitcoin et de l'Ether à 50%. Et après, tu m'as dit, ok, on va prendre des cryptos du top 10. L'intérêt de prendre un altcoin, c'est qu'il est censé surperformer le Bitcoin. Si on va chercher des altcoins plus exotiques, c'est d'aller surperformer l'Ether. Aujourd'hui, si on prend par exemple le BTC, on prend, je sais pas, une crypto comme Avax. Est-ce que sur la dernière année, c'était plus intéressant d'avoir du Bitcoin ou de l'Avax? Là, dans ce cas-là, c'est de l'Avax. On peut en prendre une autre. On peut prendre par exemple du NIR. C'était légèrement plus intéressant. On pourrait prendre du Polygon. Là, par exemple, c'était moins intéressant d'acheter du Matic que d'acheter du BTC sur la dernière année. Et là, on prend sur un an. On pourrait, si on prend, je pense, sur plusieurs années, je vais voir jusqu'où on peut remonter. On peut prendre sur les 4 dernières années. Est-ce que ça l'a pris? Non, ça l'a pas pris en compte. Je pense qu'il y a un range maximal. Hop, on va essayer de se mettre ici. Et là... Non, vous voyez, il y a un an, c'est le range maximal. Ouais, là, il l'a pris en compte. Là, par contre, si on prend sur 5 ans, c'était plus intéressant d'acheter du Matic. Vous voyez, ça dépend vraiment des périodes. Ça dépend vraiment du temps d'horizon que vous allez avoir. Mais l'objectif est toujours d'acheter un actif qui va surperformer le Bitcoin. Si votre actif fait de moins bonnes performances que le Bitcoin, il n'y a aucun intérêt. Je vais partager mon écran aussi, hein, mais c'est pareil. Hein. Là, tu l'as le graphe? Ouais, je l'ai le graphe. Je vais le présenter. Et après, je vous montrerai rapidement ce que je voulais vous présenter. Mais voilà pour le cas de Bitcoin. Hein. Attends, zoom un petit peu. Ouais, vas-y, c'est mieux. Donc là, vous avez en fait le nombre d'adresses, sachant qu'une personne peut avoir plusieurs adresses, on est d'accord. Là, vous avez le pourcentage d'adresses totales et le nombre de bitcoins qui sont détenus en fait par ces adresses. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une minorité d'adresses qui détiennent une grosse partie des bitcoins. Alors, on a peut-être certains qui sont perdus sur des adresses qui ont été oubliées, sur lesquelles on n'a plus d'accès aujourd'hui. Mais regardez, hein, les pourcentages. Hein. Tu peux prendre les 60% en total, la ligne du dessus. Et globalement, il y a 14 000 personnes. Si vraiment on fait le cumul, 14 000 personnes détiennent 60% de la supply de BTC. Voilà. À peu près 15. Là, on est plus près des 15 que des 14. Et c'est là, en fait, que des fois, on a un double discours avec des Bitcoin Maxi qui vont te dire c'est décentralisé parce que tout le monde a son droit et tout. Ouais, mais en fait, le système capitaliste fait que de toute façon, tu auras une centralisation de la supply à un moment donné ou à un autre. Voilà. Tu peux être amené en te disant vas-y, je prends les 21 millions de Bitcoin, je les divise sur les 8,5 milliards de personnes autour du monde de manière égale.
Tu reviens 10 ans après, tu verras que tu en auras beaucoup qui auront vendu leur truc à perte et ça sera de nouveau centralisé dans les mains de certaines personnes qui diront moi je te rachète tes PM de BTC parce que j'y vois une opportunité, d'autres qui se diront ça me fera du cash rapide et ça finira par se recentraliser à un moment donné ou un autre. Ça a toujours été comme ça.